Yarana et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés sur le front de mer de Papeete pour rencontrer Fabienne et Jean-Pierre, les deux fondateurs et gérants de l'entreprise Bora Bora Salt qui produit du sel de mer façon locale. Une entreprise inédite en Polynésie qui a déjà connu une belle expansion à l'international et commence à trouver sa place dans les rayons de nos supermarchés. Fabienne, Jean-Pierre, Yorana. Yorana. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Buzz et merci de nous recevoir dans votre joli appartement avec une belle vue sur le front de mer de Papeete, une très belle vue que nos auditeurs malheureusement ne peuvent pas voir. Alors rapidement, pour celles et ceux qui ne vous connaîtriez pas, est-ce que vous pourrez rapidement vous présenter, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait avant, etc. etc. Fabienne, on commence par toi peut-être. Oui, d'abord, merci beaucoup qu'on a l'occasion de parler avec vous. Et j'espère que tout le monde me comprend. Parce que oui, je viens de la Suisse, Suisse allemand. Okay. Comme ça, je ne peux pas cacher mon accent. Mais je pense que ça devrait aller. Alors, oui, je suis née en Suisse. Et en 2012, j'ai déménagé en Polynésie, sur Bora Bora, parce que j'étais en vacances et ça m'a vraiment plu. Après déménager là. Et aussi là, j'ai commencé à faire le sel de Bora Bora. Parce que j'habitais sur le moto. Et là, un jour, j'ai dit, oui, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en Suisse, oui, il faut faire quelque chose, n'est-ce pas, être productif. Et là, j'ai demandé un peu autour, qu'est-ce qu'on peut faire? Et quelqu'un m'a dit, qu'est-ce qui n'existe pas? C'est le miel et le sel. Après, j'ai réfléchi un peu, oui, faire le miel comme des enfants. C'est les abeilles, ils vont piquer peut-être. Mais le sel, pourquoi pas? J'aime bien manger, j'aime bien boire. Voilà. Mon papa, qui est ingénieur, était en vacances à ce moment-là. Il a dit oui, ok, je t'installe une petite production de tests à côté océan. Il a fait ça, on a pompé l'eau dedans. Et après, il y a une semaine, oui, il y avait le sel. Et depuis ça c'était il y a 8 ans. Et depuis ça, je raconte ça plus tard, j'ai créé la compagnie et créé Bora Bora Sea Salt. D'accord. Alors quand tu en parles, ça a l'air très simple, mais j'imagine que ça a quand même été une certaine aventure. On reviendra dans le détail là-dessus après. Et avant du coup de venir et d'avoir ce coup de cœur pour la Polynésie, tu faisais quoi Oui, alors j'ai fini l'école à 20 ans et là j'ai participé à l'élection de Miss Suisse. Je suis devenue Miss Amitié et là j'ai commencé à travailler comme mannequin. D'accord. Et ça je faisais pendant 6 ans, un peu à l'international. Pendant 2 ans j'ai habité à Dubaï. Beaucoup travaillé pour le marché arabe. Oui, comme les gens disent, j'ai l'air un peu arabe, pas trop, parce que le pot est blanc. Comme ça, je fais ça. Et après ça, j'ai fini mon éducation comme développeur immobilier. J'ai fait une école de marketing immobilier. D'accord. Ok. Donc rien à voir avec le sel. Non, rien à voir ni le mannequin et ni mon éducation. Mais c'est bien de faire des différentes choses dans la vie. Effectivement. Et toi, Jean-Pierre, alors du coup, quel est ton parcours avant d'être producteur de sel? Alors moi, je suis de la France, donc de la métropole à Valence, dans une ville au sud de Lyon. Et j'ai commencé en fait mon parcours dans tout ce qui est management, dans la nourriture, dans la restauration. Je suis fils de restaurateur, donc toujours bien plongé dans la restauration. Et en 2013, pareil, j'ai eu l'occasion de voyager grâce à mon ami. Alors, je suis venu un peu ici en vacances pendant un mois et je suis tombé amoureux de l'île, de la Polynésie. Alors, j'ai pratiqué l'anglais parce que c'était pas facile au début et pour travailler dans la restauration et l'hôtellerie à Bora, c'est assez compliqué. C'est nécessaire. Et donc, avec un peu de volonté, beaucoup de pratique, c'est rentré assez rapidement. Donc, j'ai travaillé dans différents restaurants sur l'île de Bora Bora. Et puis maintenant, il y a à peu près 5 ans, j'ai fait l'ouverture dans la direction de la restauration du Conrad Bora Bora Nuit, où j'ai travaillé après pendant 4 ans pour y être directeur de la restauration jusque le Covid. Des expériences très riches, beaucoup d'échanges avec les locaux, beaucoup d'échanges avec pas mal de personnes, puisqu'on était amené à manager une centaine de personnes dans mon département, donc c'était très intéressant, beaucoup de projets avec beaucoup de difficultés, d'embûches, mais aussi beaucoup de joie et de réussite, et c'était une très belle expérience. Jusqu'à du coup ce Covid, et il faut essayer de toujours trouver des côtés positifs. J'avais rencontré Fabienne donc, juste avant le Covid, pendant les périodes des fêtes, et donc on a continué à
ça a commencé avec un peu une histoire privée, mais par la suite, on a beaucoup échangé et les idées se sont mélangées. Et elle m'a dit, moi, mon rêve, c'est d'exporter le sel de Bora Bora. Et maintenant, avec le Corona, les stocks sont assez pleins. On a enfin la possibilité de le faire. Et je lui ai dit, je suis avec toi, je vais t'aider à développer ça. C'était d'un côté, au début, assez ludique. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur et on y viendra plus tard. Mais maintenant, c'est à peu près dans 12 pays, une cinquantaine de points de vente. Alors, on avance bien et on a développé plein de nouveaux produits, plein de nouveaux projets comme Tahiti Sea Salt qui est assez récent et on y viendra un peu plus longuement par la suite. D'accord. Alors je voudrais revenir quand même sur ce que disait Fabienne juste avant. Tu as demandé à quelqu'un qu'est-ce qu'il n'y a pas à Bora Bora, c'est le miel et le sel. Bon, ça paraît évident comme ça, mais quand on pense sel, on ne pense pas du tout à nos îles polynésiennes. On pense au marais salant de Guérande, on pense à l'Australie qui produit du sel. Enfin, on prend. Qu'est-ce qui t'a, à un moment donné, dire bah oui, il n'y a pas de sel, oui, mais c'est peut-être normal. Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit c'est une idée qui tient la route, qui mérite d'être exploitée? Oui, je trouve ça incroyable qu'en Polynésie, personne ne faisait le sel. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire le sel? Il faut l'eau propre, il faut le soleil, il faut le vent. Et il y a tous ici toute l'année. Comme ça, je dis, je vais essayer à faire ça. Et c'est aussi mon intérêt personnel. Oui, je pense, j'aime ce côté entrepreneur pour créer quelque chose de nouveau que personne avant a fait. Et c'est si sur les produits, c'est bien de la nature, de la mer. Et on se voit un Christon. Je suis tellement heureuse. Vraiment, oui. Comme ça, j'ai commencé ça. D'accord, oui. donc c'est vraiment un pari de se dire, bah tiens, pourquoi pas, après tout, il y a tout ce qu'il faut pour le faire, donc on y va. Oui, je fais ce petit test. Après une semaine, j'ai eu du sel et je l'ai envoyé dans un laboratoire en France. Puis j'ai reçu le résultat et c'était excellent parce que l'eau est si propre. Oui, tout le monde le sait ici, le proche de civilisation, c'est la Nouvelle-Zélande et c'est si loin. Et logiquement, c'est propre. Et beaucoup de minéraux. Et là, j'ai dit oui, je commence. Mais c'était petit à petit. Donc, j'ai eu un petit bassin. Le matin, je me suis levée à 6 heures parce que le bassin n'était pas encore si bon, si bien. J'ai trié avec une petite pincette le sel à la main pour un petit pot. Il me fallait 6 minutes. C'est tout depuis. Après, fait un deuxième bassin et grandi lentement. Mais tout depuis cette vie, un petit hobby pour m'occuper sur le moto. C'est un hobby qui est productif a priori. Donc maintenant, Bora Bora Salt, c'est quoi exactement? Alors qu'est-ce que vous produisez? Comment vous le produisez? Juste nous présenter un petit peu l'entreprise aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on a une production de 18 bassins, mais on est encore en train d'agrandir. On va le tripler, comment on dit ça en français? Oui, tripler, jusqu'à à peu près 50 bassins, oui. D'accord. Il y a plusieurs parfums. Il y a le pur, il y a avec la vanille de Tahiti, il y a avec le gingembre et curcuma. Et le plus nouveau, le produit du confinement, parce que là, on a bricolé, testé, on a fait le sel au coco. D'accord. Mais il y a quelques mois, on a lancé le premier sel de bain, avec le sel de Bora Bora, avec aussi plusieurs parfums. Et depuis 2-3 mois, on a lancé Tahiti Sea Salt, pour le marché local plutôt, pour le moment. Okay. Et la grande distribution principalement. Oui. Donc c'est distribué dans tous les magasins, donc à plus grande échelle. Effectivement, on a commencé à le voir un petit peu dans les rayonnages. Alors, à Bora Bora, vous avez donc votre unité de production. Vous êtes situé où? Comment ça se passe? Comment tout ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Parce que c'est quelque chose de nouveau quand même localement. Donc, comment ça se coordonne? Comment ça s'organise? Les bassins, donc on a 18 bassins. Donc on a une famille qui a accompagné Fabienne depuis le début, qui s'occupe exclusivement de la production. Ils sont 3. Antoine, Taya et Vinda qui sont là-bas, donc ils sont constamment sur place. On a les 18 bassins qui sont placés sur un motu juste à côté de quelques hôtels à côté du Fort Season à Bora Bora, et c'est côté océan bien sûr pour avoir cette eau plus pure de l'océan et pas celle du lagon qui est un peu plus stagnante. Donc à ce moment-là, c'est pomper de l'eau de l'océan qui sont dans ces 18 bassins, qui sont des bassins en bois hors sol parce que malheureusement ici il n'y a pas de marais salant. Sur des bâches alimentaires, sous un plexi pour éviter que la pluie arrête le travail d'évaporation qui est fait par le vent et le soleil. Donc quand il fait beau, on lève ces panneaux en plexi pour justement laisser rentrer plus de vent, et quand il pleut, on les descend. Et donc la récolte se fait en moyenne entre 10 et 20 jours, il n'y a pas de vérité, ça dépend du beau temps et de la météo.
Après, c'est encore séché une deuxième fois vraiment au soleil, trié à la main. Le sel est resté d'une façon naturelle du début à la fin. Il n'y a aucune machine qui intervient dans toute cette étape. C'est aussi des fois des réflexions qu'on me dit pourquoi le sel est un peu plus gros que d'habitude, tout ça, parce que c'est une volonté vraiment de faire quelque chose d'une façon artisanale, authentique, brute. Puis à Bora, nous avons la gérante qui est Natacha, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, elle est hors du territoire, mais qui fait tous les mix avec des recettes et bien sûr qui s'assure que tout le sel soit de bonne qualité, que ça soit toujours conforme avec une qualité régulière et qui met tout dans les pots. Donc via aussi, on commande la vanille à Taha, bien sûr, le gingembre et curcuma avec nos mamies qui sont au marché de Tahiti, la coco qui est un jeune local à Bora qui râpe la coco, sèche au soleil. Donc c'est vraiment tout un processus vraiment 100% naturel et 100% artisanal. Et 100% local. Et 100% local. D'accord, ok. Mais malgré tout, avec un développement assez rapide quand même à l'international de ce que tu disais tout à l'heure, parce que l'entreprise est encore jeune, et pour autant vous avez tout de suite réussi à toucher beaucoup de marchés à l'extérieur. Oui. Comment ça s'est passé Oui, il faut dire dans 2 ans qu'on est dans 12 pays. Après, l'entreprise est un peu plus ancienne, si je peux dire. Fabienne a travaillé déjà depuis 2013 sur le sel de Bora Bora. C'est vrai que c'était vraiment à l'échelle locale et même, je dirais, principalement sur Bora Bora pendant 6 ans parce que c'était plus un hobby, comme elle le disait au début, où les hôtels travaillaient souvent avec ces produits comme cadeau pour les invités. En amenity, souvent, c'était offert. Donc, on a des jolis coffrets. C'est pour ça que la gamme est très tournée vers ce côté un peu cadeau. Même au duty free, à l'aéroport, c'est un grand vendeur parce que les gens avant de partir veulent un souvenir et ça marque. Ouais, c'est original quand même. Oui, j'ai eu pendant des années des demandes pour le exporter, mais comme je n'ai pas eu assez de sel, le marché local a tous absorbé ou acheté. C'était seulement au confinement quand les hôtels étaient fermés, parce que là le sel se produit quand même, n'est-ce pas? Oui. Et là j'ai eu assez de sel pour exporter. Aussi là j'ai réalisé, heureusement le sel épérine pas. Par exemple, si je voudrais faire les fraises ou bananes, là on ne peut pas l'écarter, mais le sel, voilà, ça ne périme pas. Comme ça, oui. On a prédit, on va exporter. Et on a eu l'aide aussi de le CCISM qui nous vraiment supporte, de Pacific Trade Invest, qui est une organisation du Pacifique qui nous aide beaucoup. Et par exemple, le mois prochain, on est à le plus gros salon d'Asie pour la nourriture, à la Foodex Japon. On a le seul produit polynésien qui est exposé. Donc, je suis assez contente. Malheureusement, on ne peut pas voyager parce que c'est toujours fermé, mais les produits seront là en tout cas. Les produits sont là. On a une formation par Zoom avec 24 gens de là qui vont le présenter tous. Aussi, on va être dans une show à Shanghai. En même temps, à la Grèce, on va aller à Paris. Ah oui, Los Angeles, on va dans 10 jours pour un salon avec une mission avec le CCISM. Comme ça, on est actif. Oui, visiblement. Oui. C'est bien, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a vraiment une demande de plus en plus croissante. Comment dernière question, avant de vraiment revenir sur vous, comment vous vous positionnez dans un marché qui est quand même, j'ai l'impression, assez déjà existant, avec des gros producteurs Comment on existe en se disant, tiens, on vient d'un endroit que personne n'a imaginé, et on vous propose ce produit-là? Oui, alors déjà, la Polynésie fait rêver. Ouais. Pour les gens qui ne peuvent pas voyager là, mais ils voyagent au niveau nourriture, ils peuvent les manger. On a alors le plus propre au monde. Et ça, c'est un très bon argument parce qu'il y a des endroits où il faut le sel. Honnêtement, quand je vois été qui se baignent tous là, je ne veux pas nécessairement prendre cette sel. Comme ça, c'est un bon argument. Et aussi, la qualité de sel est vraiment bien. Et c'est un mélange unique qu'on a avec, comme on a déjà dit, avec le coco local et tous. Oui. Si je peux rajouter quelque chose, on a aussi, comme toute entreprise, fait des essais. Et on a beaucoup démarché des personnes qui sont dans ce domaine, comme des chefs étoilés, des choses comme ça. Et on a eu des très bons retours de Madame Anne-Sophie Pic, qui est quand même la chef la plus étoilée au monde, et qui travaille avec notre sel. Donc c'est quand même un gage de qualité derrière qu'on peut utiliser, et avec des résultats de sel qui sont très, très bons. Et des épiceries comme celle de Anne-Sophie Pic, comme Yel Molly qui sont en Suisse, ou Finkosböhm en Allemagne, qui sont vraiment des épiceries de renom. Ça nous permet de nous asseoir un peu sur notre
petite image pour l'instant, mais pour justement développer ça, c'est des noms qu'on utilise souvent pour démontrer la qualité du sel. D'accord. Je pense aussi le packaging est très très joli. On a très souvent un bon retour. C'est joli le petit pot sur la table. Et aussi on a les coffrets cadeaux. Et comme ça souvent le sel, on dit qu'on est invité au lieu de toujours envoyer une bouteille de vin. Et c'est très bien aussi. Mais c'est bu le même soir. Et le sel après, joli emballé, ça reste sur la table plus longtemps. Effectivement. On peut vous faire une bouteille de vin de Rangiroa et du sel de Bora Bora. Comme ça, on a tout bon. Ok, ça marche. On va faire une petite pause rapide avant de se retrouver et de parler de votre parcours entrepreneur. Et nous sommes de retour toujours dans les locaux de Tahiti Salt, Bora Bora Salt, avec Fabienne et Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, toi, de ce que j'ai compris, l'entrepreneuriat, c'était pas un truc que tu avais potentiellement envisagé initialement? Pas forcément dans ce côté-là. Après, je pense que dans la restauration, on est toujours entrepreneur. J'étais gérant, directeur, donc toujours avec des responsabilités, de travailler sur une stratégie, de travailler sur le côté financier. J'ai toujours été impliqué. Donc, d'un côté, au niveau... T'avais les bases, quoi. Exactement. Et puis, quand on fait de la restauration, ce qu'on veut, c'est de faire de l'argent, forcément, de payer les entreprises et d'avoir des stratégies qui soient prolifiques. Mais c'est vrai que quand j'ai rejoint Fabienne au niveau de l'export et du développement de l'entreprise de Bora Bora Sea Salt, c'est vrai que c'était assez nouveau dans ce côté vraiment commercial au niveau des produits, au niveau de développement, l'export. C'était quelque chose que ni moi ni elle ne connaissait vraiment. C'était vraiment nouveau. Ok, on va exporter, on commence par où, quoi. C'était assez drôle. On a commencé à rechercher, à passer du temps, à regarder des podcasts qui aident beaucoup. On a demandé conseil à des personnes qui le faisaient déjà. On a demandé, par exemple, moi je travaillais avec un directeur des achats. Il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait, quels sont pas problèmes, mais les contraintes et les choses qui sont un peu faciles d'exporter d'ici. Et c'est vrai que c'est parti comme ça. J'ai appelé, je pense, 100 personnes qui ne m'ont donné aucune bonne information que je cherchais, mais du coup j'ai appris plein de choses. Et à la fin, il y en avait 2-3 où ça a été un peu plus prolifique pour avancer. D'accord. Okay. Et toi, Fabienne, est-ce que tu avais eu auparavant des expériences dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou comment c'est? Oui, quand j'avais 21 ans, j'ai créé une agence pour le social marketing. D'accord. Et pendant 2-3 ans, oui, on a fait des projets pour Procter & Gamble, comme pour Pringles, Ariel, Mr. Proper. Et des actions que je fais avec mon agence, et là j'ai beaucoup appris. On a fait une campagne pour la promotion pour le centre cancer du sein, par exemple. Et après, pendant les 2 ans que j'ai habité à Dubaï, à côté, j'ai créé une agence pour les photo productions. D'accord. Et aussi là, c'est tout vie entrepreneuriat. Après, oui, aussi un livre pour les enfants, j'ai écrit une fois aussi. C'est toujours un peu, oui, c'est sur les mêmes... Très polyvalente, tu as vraiment touché à tout. Oui, learning by doing, j'aime les différentes choses, j'aime apprendre. Aussi, oui, je demande les gens, je suis ouverte, je prends les conseils, je m'échange. Par exemple, pour le sel, oui, au commencement, j'ai eu aucune idée comment on fait le sel. Après, par Internet, je suis devenue amie avec Bahama Sea Salt, Key West Sea Salt, Maine Sea Salt. Là, il y a toute une scène et les gens sont tous très gentils, ils m'ont donné des conseils et tout ça. D'accord. Ouais, on sent qu'effectivement, ça donne du sens à ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas de salt, il n'y a pas de sel, on va le faire. Parce qu'effectivement, ça semble être ta personnalité. Oui. Et alors, au fil de cette expérience, alors toi, un peu plus longue, mais vraiment, on va peut-être focaliser sur Bora Bora Salt. Depuis ces quelques années que vous travaillez sur ce projet, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été la meilleure leçon que vous ayez apprise et quelle a été la pire leçon? Ok, je dois réfléchir rapidement. La meilleure leçon, peut-être, quelquefois, il faut suivre son intuition. Et aussi, quand quelqu'un dit que ça ne fonctionne pas, ça m'est complètement égal, je le fais quand même. Parce que, pas toujours, mais au début, ils se disent, oui, tu veux faire le sel, mais c'est pas, personne ne veut le sel, c'est pas possible. Il y a toujours les gens, peut-être, un peu jaloux aussi, ou un peu négatifs, ou pourquoi tu travailles, et ça, que je suivis
mon intuition et j'ai suivi mon programme. Ça, c'est une leçon, mais j'ai déjà appris ça avant. Et le pire leçon, il y a aussi, il y a beaucoup. Je dois réfléchir rapidement. Peut-être que tu parles, je réfléchis. La pire leçon, c'est quand on essaye de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on a eu le cas assez rapidement, c'est qu'on était super motivés, on a voulu mettre la charrue avant les bœufs, on a trouvé des marketplaces aux États-Unis, donc on a commencé à vendre ici, on était super contents, on a mis nos produits, on a envoyé d'ici les produits, sauf que on n'a pas fait de suivi par exemple, parce qu'ici avec la poste c'est assez compliqué, donc on a fait envoyer d'ici en France, c'était tout était un peu, pas chaotique je veux dire, mais un peu pas très bien organisé. Et donc à la fin on était sur cette marketplace, mais une fois on a fait 2 commandes, on nous a dit en fait il faut un compte aux États-Unis et c'était bien plus compliqué que juste mettre des produits sur un site internet et de vendre. Ouais. Donc au final on a perdu beaucoup d'argent et de temps et la marchandise en plus est partie d'ici qui n'était pas suivie, n'est pas arrivée chez le client et en plus on n'a pas pu récupérer l'argent. Donc on s'est dit maintenant on va apprendre. Ça va être très bien. Donc maintenant, on a découvert qu'on va faire une base en France. Donc là où les produits finis vont arriver pour pouvoir justement avoir cette facilité à échanger et à envoyer les commandes. Et aussi, on va apprendre que on va jamais mettre la charrue avant les bœufs. On va attendre de pouvoir être bien tout intégré avant d'accepter des commandes et de vendre. Mais justement, ça nous apprend à être beaucoup plus structuré. Et sachant qu'on est tous les deux dans cette idée de développement et plein d'idées, parce qu'on l'a jamais été avant, donc on a plein d'idées, plein de choses à vouloir faire, mais pas oublier que dans l'entrepreneuriat, il y a des bases à respecter, il y a des choses à respecter, et je pense qu'il faut y aller une étape après l'autre et pas voir juste les étoiles effoncées, quoi. Ouais, avoir vraiment l'énergie de tout faire, de faire plein de choses, et puis au final ça part dans tous les sens. Exactement. Fabienne? Oui, au moins que je suis toujours très motivée, quelquefois je veux aller trop vite. J'ai pris des commandes américaines par exemple, j'ai envoyé, après j'ai réalisé, les stickers ça doit être au haut-fait, et ça par exemple, ça doit être le numéro de lot au-dessus. J'ai dû créer très vite de nouveaux stickers, envoyer en Amérique, organiser quelqu'un qui le colle au-dessus, que ça marche pour le marché américain. Oui, c'est un exemple. Ou il y a un mois, on a envoyé un colis en Russie, j'étais super fière pour la commande en Russie. Maintenant, j'ai lu hier qu'ils ont arrêté le paiement système. Maintenant, je suis trop hâte de voir comment... C'est pas le bon contexte. comment ils peuvent payer la facture. Toujours des petites choses comme ça. Mais... Effectivement, c'est un peu les aléas de travailler à l'international et à l'export, c'est qu'on est soumis à toutes ces différences, tous ces blocages ou difficultés. Oui, ou le logistique, on a une commande de l'Europe, et après une moitié est déjà en France, une partie est sur le bateau, l'autre est là, les stickers pour la France. Mais maintenant, oui, c'était avant, maintenant on est devenu mieux, on a beaucoup de produits, c'est tout en France, on a quelqu'un qui le fait, mais... C'était chaotique ou pas assez de cuillères en nacre, ils étaient là, mais ils devaient être en France. Alors, express commandé, envoyé là, choses comme ça. À la fin, ça coûte beaucoup. Mais... Effectivement. On a eu beaucoup au début parce que justement, on n'avait pas ce sens de... On pensait que c'était facile, quelqu'un commande, on envoie, mais on ne se rendait pas compte du fret, du temps que ça mettait d'arriver en France, du temps que ça mettait à organiser une plateforme logistique pour pouvoir avoir un stock. Enfin, on partait de rien et du coup c'est vraiment une expérience où personnellement j'ai beaucoup appris et c'est intéressant et moi je me nourris beaucoup, j'aime beaucoup apprendre, j'aime pas trop rester sur les acquis, donc c'est pour ça qu'on s'entend assez bien, c'est qu'on découvre toujours de nouvelles choses, mais c'est vrai que pareil quand on exporte de ici, c'est assez lourd au niveau logistique, c'est assez lourd au niveau papier et il faut en plus savoir aussi quand on est entrepreneur comme ça et qu'on se lance à l'export un certain cash flow, comme on dit, une trésorerie parce que pendant 3 mois les produits ils sont en bateau. Bien sûr. Ils sont ni en train de mettre du là, ni en train de mettre du là. Donc au début c'est assez choquant parce qu'on se dit oui, il faut au moins quand on envoie là-bas avoir assez de stock pour les 6 prochains mois qui vont être en vente. Et c'est quand même quelque chose qu'on découvre petit à petit, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, et c'est des leçons qu'on apprend parce que là on se dit ok, il va falloir être un peu peut-être plus
plus carré sur certaines choses comme ça. Alors, du coup, quand on vous écoute, on se rend compte effectivement que c'est pas simple, malgré tout. Il suffit pas juste de dire on va faire du sel et puis ça va se vendre, etc. Alors, même si on a ta personnalité, Fabienne, d'être capable de toucher à tout et d'y aller. Du coup, quand vous vous êtes lancé, j'imagine qu'au démarrage, ça a quand même été un peu complexe. Quel sacrifice vous avez dû faire, que ce soit professionnellement ou personnellement, au démarrage, pour vous y consacrer, prendre le temps de découvrir tout ça. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû vous dire, tant pis, on va pas faire ci, on va pas faire ça? Comment ça s'est passé? Je n'ai pas trop compris la question. Est-ce que tu as eu à faire des sacrifices par rapport à ta situation personnelle, par rapport à ta situation professionnelle, pour justement permettre à ce projet de démarrer? À vrai dire, je ne pense pas trop, non? Parce que je le combine bien. Par exemple, si je voyage à un salon pour présenter le produit, ce n'est pas un sacrifice personnel, mais c'est un enrichissement personnel parce que j'aime bien voyager et aller là. Oui, peut-être quand je me lève le matin à 5 heures et j'ai trie le sel, ok, après j'ai mal aux dents parce que je mets comme ça et trie avec la pincette. Mais je vois ça pas comme un sacrifice. Peut-être que c'est le point de vue de moi, plutôt. Oui, c'est pour toi, tout ce que tu as fait, ce n'est pas des sacrifices, c'était une étape nécessaire. Ça fait partie de la route pour arriver à un endroit. Oui, peut-être qu'il y a des sacrifices, mais pour moi, ça fait partie de la route. D'accord. Si je peux rajouter, il n'y a pas eu un sacrifice qui a été fait, mais je pense que c'est plutôt une combinaison entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc on est tous les deux en fait dans cet esprit où on adore manger, premièrement, voyager et discuter avec des nouvelles personnes. Donc en fait, c'est vraiment ces trois choses qui ont fait avancer la compagnie, c'est de voyager, d'aller rencontrer des gens, d'aller faire des salons, d'aller faire des dégustations. On était nous-mêmes dans une petite épicerie avec des petits toasts et du pain avec du sel en train de faire goûter aux clients et en train de vendre le sel. Et en même temps, c'est ces choses-là qui enrichissent parce qu'on apprend vraiment direct du point de vue du client, qu'est-ce qu'il en pense, les retours. Alors que si on prenait une agence pour faire ça, on n'aurait pas ce retour. Alors c'est peut-être ce sacrifice où on a vraiment voulu être le plus loin, mais on le fait par plaisir parce qu'en fait, on aime le produit, on aime le sel. Par exemple, il est tous les jours dans le sac à main de Fabienne et on mange beaucoup au restaurant. Donc à chaque fois qu'on est au restaurant, il est sur la table et ça entraîne forcément des discussions. Mais c'est ça en fait, le plus gros travail qu'on ait fait, c'est mettre en avant le produit et c'est quelque chose qu'on aime manger et voyager. Donc au final, c'est pas des sacrifices, mais on a travaillé ça pour que ce soit une opportunité. Oui, par exemple, le TTC sort on a rempli nous-mêmes pendant des jours. On a créé un petit labo, on a rempli nous-mêmes, mais à la fin, ça me fait plaisir. Je suis fière du produit. Plus et plus, j'adore le sel. Et peut-être pour quelqu'un d'autre, ce serait un sacrifice, mais ça me rend super heureuse. Ouais. Et être partenaire à la vie et à l'entreprise, justement, comment vous gérez ça? Est-ce que ça se passe bien? Comment vous gérez les conflits? Comment vous gérez les discussions et tout ça? Est-ce que c'est facile à faire? Elle se réveille beaucoup plus tôt que moi. Et donc, du coup, quand je me réveille, c'est déjà... Alors, moi, il y a une règle de base, c'est pas avant le café. Voilà. Et ça, après, une fois qu'on est bien réveillé, ça fonctionne et on a beaucoup d'échanges. Mais c'est vrai que, non, au final, c'est quelque chose qui est positif parce qu'il y a toujours des discussions. On est toujours impliqués. On sait tous les deux nos qualités, nos défauts, où elle sait les jours où je suis un peu plus ronchon d'essayer d'éviter ce sujet. Et moi, de l'autre côté, j'essaie de lui dire aussi de se calmer un peu parce qu'elle a des idées. Même quand elle va à la douche, elle revient avec 3 nouvelles idées. Alors je dis, bon, tout le matin, j'ai de nouvelles idées. C'est vrai que je ne peux pas tous faire maintenant, pas encore, mais ça vient sur la liste pour le futur. Mais je pense qu'il y a un bon équilibre. On a des qualités différentes. Un peu plus moi, où j'ai travaillé dans des entreprises avec une plus grande structure, avec des plus grands cadres. Justement, quand je travaillais dans l'hôtellerie, avant de faire passer un projet, il y avait 3 personnes qui le vérifiaient. Des fois, la moitié était non. Sur 10 projets qu'on présente, il y en avait 2 ou 3 et on avait passé beaucoup de temps à les préparer, mais il n'y en avait que seulement 2 ou 3 qui passaient. Donc j'ai un peu plus se dire oui, est-ce que c'est vraiment un peu plus réaliste? Et elle est un peu plus dans l'idée. Mais à la fin, on a aussi divisé un peu par secteur. Elle est plus le côté allemand, moi le plus le côté français. Les marchés, oui. Les marchais. On fait la Belgique, la France, moi l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche.
Okay. Ouais, donc on se répartit bien les choses. D'accord. On se répartit bien les choses. Des fois, moi, j'ai envie de me reposer un peu sur Zaki, elle pousse, et elle, quand elle pousse, des fois, moi, je la retiens un peu. Donc ça va bien dans les deux sens, même si je déborde d'idées et je déborde aussi d'envie d'avancer. Hein, je ne suis pas en train de dire, mais j'avance plus doucement qu'elle. Voilà. Tu penses? Oui, je pense. Okay. Oui, par exemple, maintenant, on va à cette salon dans une semaine pour 4 jours, on a réunion et tout. Après, on fait aussi quelques jours de vacances. Donc ça, c'est pratique. On va ensemble au salon. On a dit on va travailler 5 jours, mais après, on va 3 jours à Las Vegas en profiter. D'accord. Okay. D'accord. Donc vous avez retrouvé cette passion commune, en fait, qui nourrit à la fois la partie entreprise et la partie personnelle également, c'est ça? Exactement, oui. C'est mes plus gros hobbies par rapport aux enfants et tout. C'est la famille, bien sûr. C'est voyager, voyager et manger, visiter de nouveaux endroits. Et ça, avec le sel, c'est parfait. Aller dans les nouveaux marchés, aller manger au restaurant. Après, je vois le sel, je montre le sel. C'est très bien. Et gérer les déplacements avec les enfants et tout ça, c'est les salons, etc. Comment ça se passe? Non, comme je suis divorcée, je m'entends très bien avec mon ex-mari. Quelquefois, les enfants sont avec nous, là, bien sûr, avec les enfants. On travaille quand ils sont à l'école. Et quand ils sont chez lui, c'est là où on va au salon et tous. Comme je lui dis, oui, c'est OK, tu les prends pour 9 jours, on quitte. Il dit, oui, bien sûr, je les prends. Après, lui veut faire quelque chose et on les prend. On a un accord très flexible et amicalement, comme ça. D'accord. C'est très bien. Un tout roule. Oui, il aime avoir les enfants. Quand je dis, c'est OK, on va au Japon. Oui, allez, c'est bien. Allez au Japon, je le prends. Ça, c'est très pratique pour ça. Okay. Alors, dernière question par rapport à la façon dont toute cette aventure humaine s'organise. Vous êtes une entreprise assez particulière parce que vous avez votre centre de production à Bora Bora, vous êtes en partie ici, vous avez des partenaires à l'étranger, alors ça fait beaucoup de points différents à connecter les uns les autres. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que, ne serait-ce que déjà entre l'équipe qui est sur place à Bora et vous, est-ce que tout ça se coordonne facilement? Quels sont les défis auxquels vous avez eu à faire face? Natacha est une personne, donc la gérante de la compagnie, et principalement en Polynésie, donc c'est pour ça qu'on essaie de ne pas trop interférer avec Bora Bora Sea Salt et Natacha. Elle a beaucoup à faire parce qu'il y a beaucoup de grands hôtels avec qui on travaille à Bora Bora, donc nous on l'aide un petit peu sur le côté à Tahiti. On a quelques épiceries fines, on a quelques restaurants où on aime développer le sel de Bora Bora. Et donc c'est vraiment elle qui gère au niveau de la production, au niveau de la récolte, de coordonner avec les producteurs. Et donc c'est elle aussi qui met les produits en boîte. Et on a une très bonne relation avec Natacha qui vient régulièrement à Tahiti nous rendre visite pour qu'on puisse échanger une fois par mois ou une fois tous les 2 mois et vice versa. Donc nous on essaie d'y aller aussi, on y allait un peu plus souvent avant mais on y allait là il y a 3 mois la dernière fois où on rend visite justement pour voir si tout se passe bien, pour recommander du matériel avec eux s'il y a besoin pour la production. Et il y a une très bonne loyauté. C'est-à-dire qu'il y a des bons engagements. Nous, on s'engage à prendre tout le sel parce qu'on a, donc avec la famille, des accords en disant nous, on veut l'exclusivité, on s'engage que toute la production qui est faite, on la prend et vice-versa. Et eux, vu qu'ils étaient au début du projet et que tous les outils ont été fournis par Fabienne, il y a cette reconnaissance et ils ont envie de faire plus de sel parce que plus de sel ils font, plus d'argent ils gagnent. Donc il y a vraiment cet échange gagnant-gagnant. Des bases claires qui ont été posées dès le départ. Exactement, qui sont gagnant-gagnant. Et Natacha qui est un très très bon relais depuis 3-4 ans, qui est la gérante de l'entreprise et qui fait un travail super. Oui, déjà avant c'était ma copine. Déjà quand je suis déménagée à Bora Bora, d'abord c'était ma copine. Une phase quand j'ai beaucoup voyagé, j'ai pensé oui, qu'est-ce que je fais? Je suis plus sur Bora Bora. Est-ce que je laisse le sel ou je vraiment réfléchis ça? Après la nuit, je réveille Natacha. Je me suis réveillée le lendemain, j'ai appelé Natacha. OK, you want to do the sea salt for me? Yes, of course. Tu veux faire le sel pour moi? Oui, bien sûr. Et depuis ça, elle le fait. C'est un partenariat très positif, très amicalement et aussi très professionnellement. Tu avais eu l'occasion de la connaître avant pour voir que vous aviez la possibilité de travailler ensemble. Oui. D'accord. Et c'est vraiment une femme entreprenante qui a eu vraiment beaucoup d'affaires au Canada avant. Elle est venue ici, elle a toujours été là, elle fait beaucoup de choses. Elle fait aussi
d'autres travaillent en même temps, donc avec Bora Bora Sea Salt, mais avec d'autres compagnies, et elle se développe elle-même. Une femme très forte et efficace. Comme ça, elle nous aide beaucoup, que nous pouvons être calmes pour exporter, aller au voyage, et elle s'occupe tous. Ouais, du coup, vous avez une base solide et vous pouvez vous consacrer au reste. Exactement, et ça fonctionne très très bien, il faut dire. Ok, super. Et bah, du coup, ça fait une parfaite transition avant de faire une petite pause et on parlera justement du futur et des projets à venir de Bora Bora Salt. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode des Pacific Buzz, toujours en compagnie de Fabienne et Jean-Pierre de Bora Bora Salt. Fabienne, Jean-Pierre, de tradition au Pacific Buzz, on va vous poser 3 questions. Je vais vous demander de répondre très rapidement en me disant si vous êtes pessimiste ou optimiste. Ok ? Alors, première question, votre futur personnel, pessimiste ou optimiste ? Optimiste. Ok. Le futur de votre entreprise ? Optimiste. Et le futur du Fénois ? Optimiste. Ok. Alors, votre futur personnel et celui de l'entreprise, parce que les deux sont quand même très liés. Optimiste, pourquoi ? Moi, oui. Déjà, je suis toujours optimiste. Ouais, ça se sent. Oui. Comment on pense, on attire ça. Quand je pense positif, ça va devenir positif. Il n'y a pas une autre possibilité. Alors, on peut créer avec sa façon de penser, on peut créer qu'est-ce que ça va se passer. Oui. Optimiste plus concrètement, parce que ça fait 2 ans que ça explose, on va dire. Qu'on a en 2 ans un site internet qui est à l'international, on a des points de vente partout en Europe, en Russie, à Dubaï. Enfin, ça marche bien, on a des très bons retours, on a des hôtels en Suisse qui font des selles personnalisées. Enfin, ça marche dans tous les côtés et on est très content. Et au niveau personnel, parce que on l'a dit précédemment, mais c'est toujours lié ce voyage, cette créativité qu'on a tous les deux de pouvoir faire des choses nouvelles et de ne pas se rester sur ce qu'on fait avant. Et au final, de voyager, de manger. Et au côté personnel, ça joint ce côté professionnel. Voilà. Et toutes les problématiques qu'on voit aujourd'hui de Parlement, les problématiques d'inflation, les problématiques de difficulté de la chaîne logistique, on parlait des problématiques géopolitiques tout à l'heure, tout ça, pour l'instant, ça ne vous inquiète pas plus que de raison? C'est comme ça, mais je ne m'inquiète pas. Parce que oui, il faut s'adapter et rester flexible. C'est la seule façon qu'on a. Anyway, on ne peut pas le changer comme ça. Oui, on reste flexible et aussi quelquefois faire le positif de ça. Comme avec l'export, j'ai commencé parce que le confinement. Sinon, je ne sais pas si on serait au même endroit. Alors, une situation négative, on a fait à la fin quelque chose de positif. Une opportunité. Opportunité, oui. D'accord, ok, super. Après, c'est sûr que ça impacte toujours. On est dépendant du fret, on est dépendant qui a augmenté plus de 400% ici en Polynésie depuis, je crois, 1 an. Donc c'est énorme. On dépend de ces choses-là. Maintenant, on a des supports au niveau de la Polynésie. On a des supports au niveau de la CCSM qui nous sponsorise, qui nous aide en partie pour exporter, pour envoyer, pour retrouver. Donc je pense qu'avec la communication et avoir des bons échanges, ça permettra toujours d'avoir des solutions adéquates pour continuer à travailler, à exporter et à mettre en avant nos produits. On a vu le fret a augmenté, l'Australie a jusqu'à $5 000 fait des offres pour les gens du Pacifique pour exporter entre ces pays-là. Donc et je pense qu'on arrivera toujours à s'entraider et trouver une solution pour continuer à travailler. D'accord. Ok. Et le futur du Fénois, alors, de par votre expérience, optimiste parce que... Oui, c'est safe haven. Comment on dit ça en français? C'est un paradis ici. Oui, c'est un paradis, c'est loin de tous. Mais comment on dit, l'eau est propre, c'est sécure, il n'y a pas le tourisme de masse. C'est si joli, tout le monde qui vient là rêve de revenir ou être là. Je pense qu'il y a moins et moins de paradis comme ça sur le monde. Comme ça doit être positif malgré tous les facteurs et les risques ou les obstacles. Moi, j'ai vécu depuis 8 ans en Polynésie et je trouve que c'est hyper positif l'avancée parce que moi, je trouve que d'avoir de plus en plus d'entreprises sur des postes clés en Polynésie, comme l'aérien, où on a de nouvelles compagnies qui viennent et qui bousculent un peu cette idée de monopole que moi, j'aime pas forcément parce qu'on est dépendant du monopole et que là, moi, j'aime être indépendant. Donc, c'est bien de pouvoir choisir, de pouvoir avoir
cette concurrence qui fait aussi, je pense, du bien au Fénois parce que ça s'ouvre de plus en plus au monde. Et moi, en 8 ans, je l'ai vu, où mes parents n'étaient jamais venus, jusqu'à qu'il y ait eu cette ouverture un peu de différentes compagnies aériennes. Donc ça, c'est un exemple, mais on le voit dans plein de choses, où il y a des nouveaux investisseurs qui viennent de l'étranger, c'est pas toujours les mêmes, et ça permet d'avoir un œil nouveau. Et je trouve que le Fénois, on est sur le front de mer, on le voit, hein, pas au fait, cette balade front de mer, qui est quand même superbe aujourd'hui, on la prend tous les jours, on va tous les jours au parc, et ben ça y était pas il y a quelques années, et je trouve que ça se met à jour. Alors il y a encore, je pense, au niveau de la Polynésie, beaucoup à faire pour développer et garder ce côté authentique, mais développer un peu le tourisme, même si on veut pas trop en être dépendant parce qu'on a connu le corona, mais je trouve que c'est quand même un beau apport le tourisme pour des belles îles comme celle de la Polynésie. Effectivement. Et du coup, dans ce contexte optimiste que vous avez tous les deux, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du futur de Bora Bora Salt? Alors, sans rien révéler de confidentiel, bien sûr, mais comment vous envisagez le développement de votre entreprise, que ce soit au niveau local et international? Oui, au niveau local, avec le sel de Bora Bora, je pense que c'est bien, on est partout où on va être. Le sel de base, c'est pour les touristes, parce qu'ici les gens ne sont pas les baignoires, comme ça c'est bien. Avec le Tahiti Sea Salt, on vient de lancer, c'est maintenant plus et plus dans les comme Carrefour, comme ça. Alors pour le marché local, c'est bien. Pour l'international, oui, là il y a beaucoup à faire. Ouais. Quelquefois, il faut voir le focus, où et quoi, quel pays, quel produit, quel marché, comment. Mais oui, il y a beaucoup à faire. Et comme on a déjà dit, on va aller à Japon. On est maintenant à la Food Ex Japon le mois prochain. Amérique, il y a grand potentiel. On va aller dans une semaine. Aussi l'Europe, bien sûr. Et pour le moment, on met le focus sur ça parce qu'il y a encore des autres marchés, mais pas tous faire en même temps. Ouais. Oui, si je peux rajouter, en 2 ans, on a eu un nouveau sel coco, on a eu un sel de bain, on a Tahiti Sea Salt qui est créé depuis 6 mois. D'ailleurs, le sel de bain, on travaille avec Tahiti Olfactory et c'est quelque chose qu'on va continuer à développer, c'est-à-dire des collaborations. Donc nous, on n'était pas du tout dans l'esthétique, on a donné le sel et on a eu ce magnifique produit avec lequel on a beaucoup échangé, Tahiti Olfactory. Donc c'est vraiment, je pense, le futur de Bora Bora Sea Salt, c'est de développer la gamme. Parce que quand on vend qu'un seul produit, c'est toujours compliqué. On le voit, et de travailler de plus en plus avec des distributeurs, en Europe principalement. Par exemple, le prochain projet, et je pense que ça va être assez concret assez rapidement, et je peux le dire, ça va être de travailler une entreprise française qui travaille 100% la chips française. Et c'est 100%. Et on veut faire la chips au sel de Bora Bora. Donc ça sera très prochainement. J'espère que ça sera pour cette année. On est en pleine discussion, mais voilà. Aussi, cette année, on va lancer un chocolat avec un chocolat suisse, bien sûr. Non, bien sûr, mais... Forcément. Chocolat, c'est une collaboration avec le sel de Bora Bora. On a déjà fait les tests et c'est vraiment excellent. C'est chocolat, après avec le sel, et c'est un peu croquant. C'est vraiment bon, comme ça. Voilà. Ça, c'est un projet. C'est ça le développement. Je pense que le futur de Bora Bora Sea Salt, c'est toute cette... moi, j'aimerais qu'on élargisse la gamme tout en faisant des collaborations, parce que forcément, nous, on reste sur du sel, mais je pense que le sel se marie avec plein de choses. Donc voilà, là, à Montréal, on développe un plat sur chaque carte avec le sel. En fait, ça va être ça, je pense. Ça va être de travailler avec les autres pour justement avoir une gamme un peu plus large et d'avoir des produits toujours autour du sel et de développer en avant. Ouais. Oui, on développe avec une personne un sel avec les chilis des Alpes. Et ça, c'est aussi une nouvelle collection. On va lancer que pour un marché, mais c'est une collaboration. Il fallait le tester. C'est des chilis. Des chilis piment qui poussent sur 1500 mètres dans les Alpes par les paysans locaux. Oui, j'ai jamais entendu parler de ça, c'est intéressant. Oui. Excellent. En tout cas, ce n'est pas les idées qui manquent, a priori, à votre niveau. Quoi. On peut dire le champagne. Oui, tu peux dire. Oui, on a créé le premier sel en champagne. Et là, on est en collaboration avec Baron de Rothschild. Comme ça, c'est prêt qu'on va retourner au mai. On va lancer ça. Et c'est vraiment le premier sel en champagne. Il est vraiment, vraiment bon dans le nez, mais aussi au goût. C'est notre projet, oui. Et tout ça partir d'une rencontre avec Baron de Rothschild ici en Polynésie grâce à la cave de Tahiti. Et donc en fait ça développe vraiment en voyageant,
gens, en rencontrant des gens, et c'est ça qui est splendide. Ok, écoutez, super. Mais avant de donner fin à tout le monde avec toutes ces belles idées, ces beaux produits, ma dernière question pour vous, pour celles et ceux qui vous écouteraient, qui sont potentiellement entrepreneurs futurs ou actuellement entrepreneurs, et qui voudraient un petit peu s'inspirer de votre parcours, de votre optimisme, de tous vos projets, de toutes vos idées, quelles recommandations vous aimeriez leur donner? Alors, quand on a une idée, on croit à l'idée, il ne faut pas se laisser décourager par les autres, parce que c'est assez souvent que les gens autour, pour je ne sais pas quelle raison, sont un peu négatifs. Il faut continuer à le faire, être un peu têtu, et le faire quand même, pas se laisser décourager. Je pense que ça, c'est un des conseils les plus importants, et aussi rester positif, oui, ça va ensemble. Moi, si je peux donner un conseil, c'est vraiment, on a l'impression que des fois, on a une montagne de travail, et au niveau administratif principalement, parce que j'ai rencontré ces problèmes, et on pense que c'est trop compliqué pour faire certaines choses. Je pense qu'aujourd'hui, en Polynésie, on a des organismes, on a des gens autour de nous pour nous aider, et au final, des fois, même quand on fait des choses qui ne sont pas forcément bonnes, c'est pas si grave, on fera bien la prochaine fois, et c'est pas un grand risque. Et je pense qu'il faut prendre des risques, et il ne faut pas avoir peur de prendre ces risques. Parce que quand ça marche, c'est super. Et quand ça ne marche pas, on apprend et on fera mieux la prochaine fois. Et c'est arrivé de se tromper sur une case dans un problème de comptabilité ou de choses comme ça. Mais je pense que ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas avoir peur de tous ces papiers. Oui, il faut être courageux. Non, pas courageux, il faut croire et avancer. C'est pas courageux, c'est juste pas avoir cette crainte qu'on a souvent quand on se lance dans quelque chose, de tous ces papiers et de l'administration. Moi, je trouve que c'est un grand frein pour beaucoup de personnes. Je pense surtout en Polynésie, on a cette capacité à être très créatif et artistique, et en fait, au final, on se restreint parce qu'on se dit c'est trop compliqué de faire les choses ou d'exporter ou de faire son magasin, c'est un peu trop compliqué. Je pense que c'est pas si compliqué. Okay. Et il y a des aides du gouvernement. Donc, il faut y croire. Okay. Voilà. Super. Mot de la fin. Mot de la fin. Oui, peut-être. Oui, merci beaucoup pour tout le monde qui nous écoute. C'est intéressant ça. Et si quelqu'un a des idées, des inspirations pour les collaborations, bien sûr, on les prend, contactez-nous. Aussi, merci à RTL Tinui, notre partenaire depuis le début. Oui. Ça marche. En tout cas, Fabienne, Jean-Pierre, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous pour nous présenter ce beau projet. Et bonne continuation, en tout cas, à tous les deux. Oui, merci beaucoup à vous d'être venus. Et puis, oui, on continuera à donner des nouvelles. Oui, merci. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz, enregistré dans les bureaux de Bora Bora Salt avec Fabienne et Jean-Pierre. J'avoue avoir été très surpris de cette découverte, et ce projet, initié par Fabienne, nous montre à quel point l'entrepreneuriat peut parfois consister avant tout à être à l'affût des idées simples et efficaces, et d'avoir le courage de se dire « personne ne l'a fait, je tente donc ma chance ». La personnalité de Fabienne, entrepreneur par nature, est un bel exemple de cette dynamique qui est souvent à l'origine de projets porteurs, et Bora Bora Salt ne contrevient pas à la règle. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!